Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kate Bush. Je suis la coordinatrice des programmes et services à la Société de la SLA du Québec. C'est mon grand plaisir de faire bienvenue Dr. Chantal Morancy avec un webinaire sur les options de soins de fin de vie. Dr. Morancy, elle est chercheure associée au Centre de recherche de CHU du Québec et elle est médecin spécialisé en médecin de famille au hôpital Enfant Jésus. Bienvenue, Dr. Morancy, et c'est à vous maintenant. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Effectivement, moi, je fais partie de l'équipe des soins palliatifs dans le CHU de Québec. Là, je suis chef du service et c'est moi qui est responsable de la clientèle SLA là, en clinique externe principalement, puis quand les gens sont hospitalisés. Donc, ça va être une présentation. Le plan, je ne le lirai pas tout avec vous, mais c'est ce qu'on va voir là, à travers la présentation, qui est axée sur les soins de fin de vie. Mais avant de parler de la fin de vie, il faut réfléchir à c'est quoi les soins qu'on veut avoir puis qu'on ne veut pas avoir, parce que ça va influencer notre trajectoire là, de fin de vie éventuellement. Donc, un court rappel, évidemment, vous êtes au courant que la SLA est une maladie neuromusculaire, qui n'a pas de traitement curatif là, actuellement et qui va finalement entraîner le décès. C'est une maladie qui évolue de façon variable, avec une rapidité variable aussi. Il y en a que ça évolue très, très rapidement, il y en a que ça va être sur plusieurs années. Il n'y a pas vraiment de rémission, il n'y a pas de détérioration subite dans le sens qu'aujourd'hui, puis entre aujourd'hui et demain, un grand, grand changement. La médiane de survie est à peu près aux alentours de 3 ans. Puis, la maladie va nous emporter en fait par faiblesse respiratoire, insuffisance respiratoire. Les questions à se poser avant d'arriver à la fin de vie, puis qui va nous permettre de naviguer à travers cette maladie-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut comme traitement, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas. Chaque personne a ses propres réponses. Et selon ces standards, puis ce qui sont prêts, qu'est-ce que ça veut dire la qualité de vie pour chacun, c'est très, très différent. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser quand on a des diagnostics là, importants comme ça. Le but, en fait, de ces questions-là, c'est s'assurer que les décisions qui vont être prises par le patient et sa famille sont des décisions qui sont éclairées, qui ne sont pas prises sur un coup de tête parce qu'on est en mode panique là, à la salle d'urgence. On veut s'assurer que les décisions que le patient va prendre sont en respect avec les objectifs personnels de soins, avec ses valeurs, avec sa définition propre de qualité de vie, puis en respect aussi des désirs, des croyances et de ce qui se présente là, devant eux. Donc, les questions à se poser. La première question, c'est une question que je pose à tous mes patients quand je les vois en clinique externe, c'est par rapport à la réanimation. Vous savez que quand on va dans un hôpital, il faut déterminer notre niveau de soins, quels soins qu'on est prêt à recevoir, mais quels soins que pour nous, ce n'est pas acceptable. Donc, dans la réanimation, la RCR, c'est le massage cardiaque, savoir si jamais mon cœur arrête de battre subitement, puis qu'on me trouve à la maison, puis on appelle l'ambulance, est-ce que j'aimerais être réanimée? Est-ce que je voudrais aller aux soins intensifs? Est-ce que je voudrais avoir un tube dans les poumons pour m'aider à respirer? Est-ce que je voudrais être branchée sur un respirateur là, aux soins intensifs? C'est un peu les questions qu'on doit se poser là, par rapport à la réanimation. Dr. Morancy, j'ai une question déjà. Oui. Pouvez expliquer l'insuffisance respiratoire, s'il vous plaît? On reçoit souvent des questions quant aux chances de mourir en s'étouffant. Non. En fait, l'insuffisance respiratoire, c'est la fatigue respiratoire parce que les muscles pour qui nous aident à respirer, c'est les muscles autour du thorax. On a un grand muscle qui sépare le thorax de l'abdomen qui s'appelle le diaphragme. Ce muscle-là aussi va faiblir beaucoup, puis il va venir à un moment donné que les efforts respiratoires vont être diminués. Donc, la capacité de nos poumons à faire des échanges va être diminuée aussi. On va en parler un peu plus tard aussi. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a une fatigue respiratoire qui s'installe. On ne meurt pas étouffé. On ne meurt pas là, noyé dans nos sécrétions non plus. Fait que ça, je vais revenir un peu plus tard. Là, je vais l'expliquer comme il faut, l'insuffisance respiratoire. Merci. Donc, ça, c'est la première question. Je pourrais dire que quand je vois les patients en clinique externe là, pour la première visite, je leur pose toujours cette question-là. Puis je pourrais dire que à peu près 9 personnes sur 10, si ce n'est pas 10 sur 10, vont dire, si on me retrouve dans cet état-là, je ne veux pas qu'on fasse tout ce qu'on peut là, pour me ramener.
parce que souvent, les gens ne reviennent pas à leur même niveau, hein, ils perdent beaucoup de capacité. Donc, la plupart me disent, ben, ça ne sera pas une qualité de vie acceptable pour moi à ce moment-là. L'insuffisance respiratoire, OK, si on laissait la maladie évoluer tranquillement, puis qu'on ne faisait pas d'intervention médicale, qu'on ne faisait pas de BIPAP, qu'on ne faisait pas de gavage ou quoi que ce soit, l'histoire naturelle de la maladie, c'est qu'elle amène de la faiblesse, de la paralysie des membres, la paralysie, faiblesse des muscles respiratoires, ça amène de l'asthénie, de la grande fatigue qui va progresser tranquillement. On peut avoir un peu d'essoufflement parce que plutôt qu'avoir une respiration qui est efficace à 100 %, le corps va compenser avec 2-3 petites respirations pour faire le travail d'une seule. À ce moment-là, on va donner des petites doses de morphine ou d'Ilodiv, c'est des narcotiques. Souvent, on peut le donner en sirop ou en petite injection sous la peau. Mais quand les échanges respiratoires, l'insuffisance respiratoire, c'est que vous et moi, quand on respire, on inspire de l'oxygène, mais on expire du CO2. Le patient qui a la SLA et que les muscles respiratoires sont fatigués, il est capable d'inspirer l'oxygène, mais il n'est pas capable d'expirer complètement son CO2. Le CO2, il s'accumule à ce moment-là dans le sang et c'est comme une toxine. Hein. Ça rend les gens fatigués, ça les rend beaucoup plus somnolents, mais ça a une phase aussi, quand on laisse le CO2 monter tranquillement, naturellement, les gens deviennent un peu très confortable, une phase un peu euphorisante ou insouciante là, quand le CO2 est très élevé, ça les détend. Puis éventuellement, quand le CO2 est trop élevé dans le sang, ben, ça bloque les centres respiratoires, puis la respiration s'arrête doucement là, dans notre sommeil. Fait que si, autrefois, avant qu'on ait des techniques là, pour gérer cette maladie-là, puis prolonger un peu notre survie, ben, s'il y a 50 ans, les gens avaient la SLA, c'est comme ça que la maladie évoluait. Ça évoluait doucement, par palliation simple. Les gens s'endormaient là, sur l'accumulation de leur CO2. Quand on a cette fatigue respiratoire-là, la plupart des patients vont rencontrer les pneumologues 3 à 4 fois par année. Ils font des tests de capacité pulmonaire. Puis, quand on voit que la capacité des poumons, la faiblesse respiratoire s'installe, souvent, ils vont proposer un BIPAP, hein, une VNI, que la plupart du temps, les gens vont prendre la nuit au début parce que la nuit, c'est là qu'on va accumuler plus rapidement notre CO2 plutôt que le jour. Donc, le BIPAP ou la VNI, ça va vraiment aider à régulariser les échanges. Ça va améliorer la qualité de vie parce que souvent, ça améliore la qualité du sommeil. Par contre, il faut se rappeler que ça n'empêche pas malheureusement la maladie d'évoluer. Puis, ça change en fait la trajectoire de survie parce que ça prolonge la survie. Mais il vient à un moment donné que quand on arrive en fin de vie puis qu'on dit, ben là, c'est plus acceptable, ma condition est trop dégradée puis je ne veux pas aller plus loin, ben, il va falloir un jour penser à arrêter cette PNI-là ou ce BIPAP-là. Okay. La trachéo ou la ventilation mécanique invasive, c'est quand on a un tube là, ici au niveau de la gorge pour nous aider à respirer. C'est sûr que ça va pallier la fatigue respiratoire, ça compense parce que c'est une machine là, vraiment qui nous aide à respirer 24 heures sur 24. Ça peut augmenter la survie à des années, mais comme on a dit tantôt, ça n'empêchera pas la maladie d'évoluer. Fait qu'il va venir un jour qu'on va être sous respirateur, mais on va être complètement paralysé, puis pas capable de communiquer. Des fois, c'est juste les yeux qui vont bouger. Donc, quand on va vers cette technique-là, qui est rarement prise, mais quand on va vers ça, il faut comprendre qu'éventuellement, il va falloir avoir fait des directives médicales, là, avoir vraiment expliqué à notre médecin et à notre famille, bien, quand est-ce qu'on va vouloir que ça soit arrêté? Parce que sinon, la décision va revenir à la famille, ce qui est quand même très, très difficile. L'autre question à se poser, c'est si un jour la maladie fait qu'on a des troubles de déglutition, hein, puis qu'on s'étouffe en mangeant, ou ça prend 1h30, 2 heures, là, prendre un gruyot ou quelque chose comme ça, on va nous proposer d'abord un tube là, dans l'estomac, on appelle ça une gastrostomie, puis avec des gavages, un liquide là, qui va... Donc, tous les nutriments vont passer par ça. Généralement, le pneumologue ou le neurologue va vous faire penser davantage à la gastrostomie si la capacité de vos poumons, hein, la fatigue respiratoire est rendue à peu près à 50 % dans les mesures que le pneumologue fait.
C'est sûr que la gastrostomie, ça va prolonger la survie des gens, mais surtout la survie des gens qui ont une SLA avec atteinte bulbaire initiale. Hein. Les gens qui ont une atteinte bulbaire initiale, ils vont souvent avoir de la dysarthrie, donc des difficultés d'élocution, la dysphagie, la difficulté à s'alimenter. Ils peuvent avoir un peu d'essoufflement, mais pas nécessairement tant. Mais il y en a qui ont vraiment des problèmes alimentaires, mais qui sont capables de monter leur abri tempo, sont capables de passer la tondeuse. Au niveau des 4 membres, les forces sont encore bonnes. C'est sûr que ces gens-là, s'ils choisissent la gastrostomie, ils vont prolonger leur survie. Mais généralement, ils ont quand même une bonne capacité physique à cette étape-là. Donc, c'est souvent significatif, puis c'est fréquemment une bonne décision. Et s'ils ne prenaient pas cette décision-là, bien évidemment, le manque d'apport ferait que le décès serait un peu plus précoce. Peu importe, il faut comprendre aussi que si on va vers la gastrostomie, peu importe le stade où on est dans notre maladie, ça non plus, ça n'empêche pas la maladie d'évoluer. Donc, la maladie va continuer à progresser. Puis, évidemment, ça va changer la trajectoire de survie parce que ça nous fait survivre un peu plus longtemps. Puis, en fin de vie, on va devoir se poser des questions à quand est-ce qu'on doit l'arrêter. Quand on a la SLA et qu'on commence à avoir de la dysphagie, des troubles à gérer nos sécrétions, notre salive, juste avec la salive, on n'est plus à risque d'avoir des pneumonies. Et l'autre question que je vais poser quand je vois les gens en clinique, c'est de dire, bien, écoutez, si vous faites une pneumonie reliée à ça, on appelle ça une pneumonie d'aspiration. On s'étouffe avec une bouchée ou on s'étouffe juste avec notre salive. Dans notre bouche, on a plein de bactéries, c'est normal. Mais quand on avale, normalement, ça va dans l'estomac, puis c'est anesthésie, là, c'est détruit par l'acidité de l'estomac. Quand ça va du côté des poumons, parce que ça a pris le mauvais trou, ça peut, à l'occasion, faire une pneumonie. Il y a des gens qui vont dire, ben, ça fait partie des complications attendues, la SLA, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y en a qui vont me dire, ben, si ça arrive, ça veut dire que ma maladie est quand même avancée, puis je vais préférer ne pas avoir de traitement. Il y en a d'autres qui vont dire, non, 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 moi, je voudrais avoir des traitements comme n'importe quelle personne qui a une pneumonie. Puis, il faut comprendre que si on fait une pneumonie d'aspiration et on se fait traiter, puis ça va bien, après, bien, il va falloir réfléchir à nouveau pour avoir la gastrostomie, parce qu'on ne peut pas se promener de pneumonie en pneumonie de mois en mois. OK? Si on ne traite pas une pneumonie, bien, évidemment, ça peut entraîner le décès. Pas à chaque fois, mais la plupart du temps. La question la plus difficile pour les patients que je rencontre, c'est si éventuellement le maintien à domicile devient difficile. Hein? Ce n'est pas sécuritaire pour le patient ou ce n'est pas sécuritaire pour la famille. Les besoins sont trop importants. Mais là, on a comme 2 solutions qui s'offrent à nous. Les gens vont aller dans des ressources plus en hébergement si on a encore un long pronostic. Donc, mettons qu'on n'a pas d'atteinte bulbaire, hein, on n'a pas d'atteinte respiratoire, ou chez les gens qui veulent maintenir les traitements qui les prolongent, donc ils veulent maintenir leur BIPAP, leur VNI, ils veulent continuer la gastrostomie, ou que s'il y avait d'autres complications infectieuses, comme dont les pneumonies, ils voudraient quand même avoir des traitements. À ce moment-là, il faut aller dans une ressource comme un CHSLD. Les ressources palliatives, quand le maintien à domicile n'est plus possible, c'est quand les équipes médicales estiment que le pronostic est de moins de 2 mois, puis que les gens veulent aller plus vers des soins de fin de vie. Donc, dire, bien, s'il y a une prochaine complication, bien, on ne fera pas de traitement, puis on ira plus avec une approche palliative. On arrive aux soins de fin de vie, OK? Quand on arrive vraiment en bout de course, la maladie est importante, bien là, on peut, comme j'ai dit tantôt, dire, bien, on a pris des traitements qui nous ont amélioré la qualité de vie, qui nous ont permis de faire un bon bout, qui nous ont permis de profiter de plein de choses autour de nous, que ce soit le BIPAP, que ce soit la gastrostomie. Puis, il peut venir une étape que chaque personne, ça va être très, très différent, qui va dire, bien là, moi, je suis rendue à une étape où j'ai plus de plaisir, je trouve pas que j'ai de la qualité de vie, ce qui s'en vient devant moi, c'est plus vraiment acceptable. À ce moment-là, bien, on va arriver plus en fin de vie. On peut faire à ce moment-là des arrêts de traitement. Il y a des gens qui vont aller vers la sédation palliative continue, puis il y en a qui vont aussi envisager ou aller vers l'aide médicale à mourir. Donc, on va les voir un peu là, un après l'autre. Donc,
Dans les arrêts de traitement, je l'ai dit tantôt, quand on commence un traitement, on commence un BIPAP, on commence un gavage, on se fait mettre une gastrostomie, il faut réfléchir à quand est-ce qu'on va arrêter ça. Quand est-ce qu'on va dire, ben moi, ça m'a permis d'avoir du bon temps, mais maintenant, je n'en veux plus parce que c'est plus acceptable de continuer ainsi. Donc, on va regarder un peu comment on peut arrêter les gavages. Les gavages, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. On n'enlève pas la gastrostomie, c'est juste qu'on arrête de s'en servir là, de façon efficace. Donc, souvent, les gens qui ont des gavages, ils ont 3 à 4 fois, mettons, 350 millilitres, 3-4 fois par jour. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut juste diminuer les quantités. Parce que quand on perd des forces, ben, notre corps, lui, si on n'était pas nourri par gavage, ben, on aurait moins faim, l'appétit s'en va en premier. C'est le premier système que le corps met au repos quand on est trop faible. Donc, on fait juste diminuer les quantités. On peut les mettre à 200 3-4 fois par jour, à 150 3-4 fois par jour. Puis, souvent, ce qu'on va faire aussi, c'est dire, ben, écoutez, vous allez pouvoir en prendre. Si vous avez faim ou soif, on vous en donne. Si vous n'avez pas faim, pas soif, ben, on n'en donne pas. Dans notre expérience, là, c'est quelque chose qui se passe doucement. Des fois, les gens vont prendre 1 fois ou 2 encore leur gavage, mais rapidement, ils vont s'en aller. Ils n'en sentent pas le besoin, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, donc ce n'est pas quelque chose de compliqué. Quand on a un BIPAP, qu'on a une VNI, si éventuellement on arrive et on dit, ben là, moi, je ne veux pas prolonger ma survie, je veux arrêter de prolonger ma survie, si on prend le BIPAP seulement la nuit, la plupart des gens vont le prendre en se couchant, puis ils vont l'enlever le matin, puis le jour, ben, il y en a plusieurs qui n'en auront pas nécessairement besoin. Mais c'est juste que la nuit prochaine, on ne le met pas. On sort de la chambre, puis on dit on ne le met plus. Puis, on va revenir à l'insuffisance respiratoire que je vous ai expliqué à l'origine. La fatigue va s'installer, la somnolence va s'installer. Plutôt que de se réveiller à 7 h, 8 h le matin, on va se réveiller à 9 h, 10 h, on va se réveiller à 11 h. Puis, l'hypercapnie va s'installer. Donc, on va arriver dans cet état-là où on est bien, on est confortable, on est juste fatigué, on se réveille, on a envie de redormir. Puis, à un moment donné, ben, cette hypercapnie-là, le CO2 qui s'accumule dans votre sang va faire que vous allez être comme dans un coma, là, pas capable de se réveiller. Puis, éventuellement, il va y avoir un arrêt de la respiration paisible. C'est comme si on revient à l'étape avant d'avoir débuté la VNI. Si on ne l'avait pas débuté, c'est ça qui serait arrivé il y a plusieurs mois. On l'a débuté, on en a profité. Puis là, si on trouve que ce n'est pas acceptable et que c'est une VNI, surtout la nuit, ben, on va revenir en l'arrêtant, on revient à l'étape initiale, comme si on laissait la maladie évoluer naturellement. Si on est plus dépendant du BIPAP, qu'on est rendu à des 20, 22, 24 heures, il y en a qui l'enlèvent à peine juste pour prendre 3-4 bouchées puis ils le remettent, là, puis ils l'enlèvent le matin, ils font leur toilette, il faut qu'ils le remettent. À ce moment-là, généralement, quand on va arrêter les BIPAP, la VNI, ça peut se faire à domicile, ça peut se faire à la maison de soins palliatifs, ça peut se faire à l'hôpital aussi. Mais généralement, on va aller donner des médicaments pour endormir plus les gens, pour pas qu'il y ait la sensation d'avoir à courir après l'horaire. Donc, on va endormir les gens, on va retirer la VNI, le BIPAP, puis on va ajuster la médication là, pour pas là, que les gens cherchent leur souffle ou aient l'impression d'être oppressés. Okay? Donc, on peut aller, je vais en parler tantôt de la sédation palliative continue, on peut endormir les gens, puis ils se réveillent, puis ils sont bien. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, je veux être complètement endormi, je ne veux pas me rendre compte qu'on m'enlève cette machine-là. Donc, on peut faire des sédations palliatives continues. Quand on est dépendant 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, souvent quand on l'arrête, les gens vont décéder dans les quelques 24-72 heures là, qui suivent l'arrêt de la VNI parce que la capacité pulmonaire est trop petite. C'est rare, les patients qui ont des trachéos. Je pense que vous en avez un peu dans la région de Montréal, des trachéos qui sont sur appareil. À Québec, on n'en a pas vraiment, mais c'est sûr que la journée qu'on dit, ben, on a décidé qu'à telle étape, on allait arrêter ça, il faut vraiment là, que le patient soit endormi avec une sédation palliative continue, profondément, tellement endormi que si on essaie de faire n'importe quoi, le patient ne sent rien. Puis après ça, ben, on enlève le respirateur.
Puis évidemment, ben, le décès est en quelques minutes. C'est comme un peu instantané, mais ça peut se faire de façon très, très paisible, mais il faut que ça soit planifié. On ne fait pas ça sur un coup de tête. Il faut que ça soit organisé et bien encadré. La sédation palliative continue, tout le monde en a entendu parler, on en a entendu parler dans les médias. Il y en a qui disent, ben, ma mère n'a pas eu le droit, elle aurait eu le droit, elle n'a pas eu le droit. Bon. La sédation palliative continue, ça fait partie d'une loi, la loi 2 sur les soins de fin de vie, qui est sortie en décembre 2015, qui incluait que toute la population du Québec doit avoir accès à des soins palliatifs de qualité, peu importe à quel endroit il habite, puis il peut en avoir à la maison, à l'hôpital, en maison de soins palliatifs ou en CHSLD. Et l'autre palier de la loi, c'était qu'on a droit à la sédation palliative continue si on rencontre les critères. Et on a aussi, la population du Québec, depuis décembre 2015, on a accès à l'aide médicale à mourir. Globalement, la sédation palliative continue, c'est qu'on donne des médicaments qui vont endormir rapidement le patient. Normalement, s'il est 10 heures, on donne les médicaments à 10h20, 10h30, là, le patient est profondément endormi. Il n'y a aucune réaction. Si j'essaie de lui faire mal, là, de quelconque façon, il ne sentirait absolument rien. Et on le maintient profondément endormi jusqu'à temps que le décès arrive. Et le décès va arriver dans les quelques jours suivants. La médication ne provoque pas le décès, mais va empêcher la personne de se rendre compte des quelques jours qui restent d'ici son décès. Chez certaines personnes, pour eux, ça va être vraiment une alternative intéressante à l'aide médicale à mourir, parce que l'aide médicale à mourir, on va le voir tantôt, mais il faut comme prendre un rendez-vous, choisir quel jour, quelle heure qu'on va décéder. Puis il y a des gens qui disent, ben moi, dire que c'est mardi à 10 heures que je vais décéder, ça me rend anxieux, je ne trouve pas ça naturel, je trouve ça trop dur, là, je vais être stressée par ça. Si on a ça, mais qu'on est rendu en fin de vie, puis qu'on dit, ben là, moi, je me rends plus, en endurer davantage, c'est pas possible, on peut avoir accès à la sédation palliative si on rencontre les critères là, nécessaires. Les critères de la loi, hein, c'est une loi. Chaque médecin qui fait une sédation palliative doit faire une déclaration. Chaque déclaration est étudiée par un comité pour voir si le médecin a rempli les critères de la loi puis a donné une sédation là, de façon adéquate. Donc, c'est une pratique d'exception. C'est si les traitements habituels ont échoué à produire un soulagement adéquat. Puis, il faut qu'il y ait des symptômes réfractaires intolérables qu'on n'a pas été capable de soulager autrement. OK? Fait qu'on ne peut pas arriver à l'hôpital et dire, moi, je suis tannée, je suis fatiguée, je veux qu'on m'endorme. Il faut vraiment avoir des symptômes. Là. On ne peut pas juste être tanné. Et il faut aussi avoir généralement un délai. La loi nous dit que le patient doit être en fin de vie. Puis généralement, le délai accepté par la loi, c'est à peu près dans les 2, maximum 3 dernières semaines de notre vie. OK? Comment on fait pour avoir un pronostic de moins de 2 semaines? OK? Bien, on peut ne plus manger et ne plus boire. Si on ne boit plus, ne pas manger, on peut survivre quand même longtemps si on s'hydrate, hein, si on est capable de boire de l'eau. Mais si on n'est plus capable de s'alimenter ni de boire, ou qu'on décide d'arrêter nos gavages via notre gastrostomie, bien, généralement, on considère qu'on est dans nos deux dernières semaines de vie à ce moment-là. Ou si on a un BIPAP pour lequel on est dépendant, même si c'est seulement la nuit, ben, si on arrête notre BIPAP, on peut penser qu'on est probablement dans nos 2 à 3 dernières semaines de vie. Okay? Donc, on pourrait être éligible à ce moment-là à dire, ben moi, je veux arrêter mes traitements, mais je ne veux pas me rendre compte du temps qui reste devant moi. J'aimerais mieux être endormie. Ça fait partie des critères là, qui sont possibles. Quand on fait une sédation palliative, comme je vous ai dit, c'est encadré par la loi. Donc, on a une feuille. Là. Je ne vous ai pas montré les formulaires parce qu'ils changent tout le temps, là, donc ce n'est pas très utile. Mais le patient doit consentir à la sédation. Donc, puis dans le papier, il dit « Je consens à ce que le médecin m'administre des médicaments qui vont m'endormir et me conserver endormi jusqu'à mon décès. » C'est ça que le patient signe. Donc, le patient peut signer. Si jamais le patient ne peut pas signer parce qu'il a perdu son aptitude,
on peut faire signer la famille. Fait que si on pense que c'est dans le meilleur intérêt du patient, on dit, écoute, on a tout essayé pour le rendre confortable, on est rendu à une étape où il n'est plus capable de prendre de décision, mais il n'aurait pas voulu continuer comme ça, puis survivre à tout prix, puis on va arrêter ses traitements. La famille pourrait consentir à ce moment-là à la sédation palliative continue. Puis le consentement, c'est qu'on leur explique que oui, on donne les médicaments, puis que oui, à partir de maintenant, on va le garder profondément endormi. S'il bouge les yeux en dessous de ses paupières, on redonne les médicaments. Il ne peut pas ouvrir les yeux, il ne peut pas bouger un doigt, c'est rien, 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 comme si on était dans un coma profond. Puis après ça, ben, le médecin doit déclarer qu'il a initié une sédation, puis il y a tout un processus là, de contrôle de la qualité. Fait qu'on ne peut pas faire ça sur un coup de tête. Puis oui, ça peut arriver que des fois, les gens arrivent et disent, ben, écoutez, vous n'êtes pas nécessairement dans vos 2 dernières semaines de vie, ou il n'y a pas de symptômes qu'on n'est pas capable de soulager. Fait que ça peut arriver que des gens qui veulent la sédation médicalement n'ont pas de critères pour dire qu'il faut faire une sédation pour vous là, actuellement. L'aide médicale à mourir, bon, ça c'est un sujet, là, vous en avez tous entendu parler, il y a des émissions à la... Il y a eu des émissions à la télévision, il y a plein de monde maintenant connaissent quelqu'un qui a reçu l'aide médicale à mourir. Effectivement, au Québec, on est les champions là, de demande d'aide médicale à mourir et d'aide médicale à mourir administrée. Probablement qu'il y a une question culturelle, hein, du côté francophone, si on compare au côté anglophone, les Québécois francophones vont être plus ouverts à arrêter des traitements que du côté anglophone. Et il y a aussi une question de génération. Il y a beaucoup de baby boomers actuellement là, qui ont en haut de 60 ans, 60 quelques années, qui ont été en contrôle beaucoup de leur vie, ont pris plein de décisions, ils ont été très autonomes, ils ont développé plein de choses. Et quand ils arrivent en fin de maladie, ils se disent, ben moi, je n'ai jamais été dépendante de personne, je vais prendre encore mes décisions. C'est beaucoup là, ce qui va influencer les gens. La particularité de l'aide médicale à mourir chez les gens qui ont la SLA, c'est que le patient qui a la SLA peut avoir une aide médicale à mourir avec des dons d'organes. Okay? Puis, par contre, si on ne fait pas de dons d'organes, c'est particulier, mais les patients qui décèdent, même d'un cancer, peuvent donner leur cornée, par exemple. Okay? Ça, c'est un don de tissu. Les patients SLA ne peuvent pas faire de dons de tissu. La raison, là, c'est un peu une question d'urgence. Recevoir une cornée, c'est parce qu'on a perdu la vue. Mettons, le patient, celui qui recherche une cornée, c'est qu'il a perdu la vue sur un flash de soudure ou il a reçu de l'acide dans les yeux. Il n'est pas en fin de vie de rien. Okay? Fait qu'il peut attendre une cornée qui n'a aucune chance qu'il y ait de la maladie dedans. Alors que quelqu'un qui est en attente d'un don, d'un organe, bien, ce patient-là est en fin de vie. Puis s'il ne reçoit pas de foie, s'il ne reçoit pas de poumon, s'il ne reçoit pas de cœur ou de quoi que ce soit, bien, il va probablement décéder. Okay? Donc, on sait que la SLA n'atteint pas ces organes-là. Donc, c'est pour ça qu'on peut greffer les organes d'un donneur de la SLA pour sauver la vie d'un autre patient. C'est une loi, hein? C'est la même loi que je vous ai parlé, mais pour les critères de la SLA, ce que le médecin doit évaluer, c'est qu'on doit avoir plus que 18 ans. Okay? Fait que généralement, ça se passe bien. On doit être assuré au sens de la loi de l'assurance maladie. Fait qu'il faut avoir une carte d'assurance maladie, puis il faut que la date d'expiration soit encore bonne. Fait que si votre date d'expiration, c'est en septembre 2021, ben vous ne pourrez pas avoir l'aide médicale à mourir tant que vous n'aurez pas communiqué avec la RAMQ puis dit arrangez vos affaires là, de carte d'assurance maladie. Ça, c'était pour éviter les voyages, là, que les gens viennent au Québec juste pour avoir l'aide médicale à mourir. C'était vraiment pour éviter ça. Il faut être apte à consentir aux soins, donc être capable de prendre nos propres décisions. Il faut être atteint d'une maladie grave et incurable. Fait que généralement, ce critère-là, chez les gens avec la SLA, c'est d'emblée, c'est une maladie, on l'a dit au début.
Et la situation de la personne doit se caractériser par un déclin avancé puis irréversible de ses capacités. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si moi, aujourd'hui, j'ai un diagnostic de SLA, je viens d'apprendre ça, mais que mes symptômes, c'est plus que j'ai de la misère à ouvrir des peaux, là, j'ai une diminution de ma préhension, puis j'ai un pied tombant à gauche, ben, je ne pourrais pas avoir l'aide médicale à mourir maintenant parce que je n'ai pas un déclin avancé puis irréversible de mes capacités. Fait au diagnostic, on ne pourrait pas dire OK, on règle ça, puis moi, je ne veux pas vivre cette maladie-là. Il faut éprouver des souffrances physiques ou psychiques qui sont constantes, insupportables, qui ne peuvent pas être apaisées dans des conditions qu'ils jugent tolérables. Ça fait peur aux gens, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser souffrir. Les souffrances physiques, ça ne veut pas dire nécessairement des douleurs, mais c'est reconnu dans la loi que de perdre, mettons, l'usage de ses bras, l'usage de ses jambes, ça peut être une souffrance physique, OK? Dans le sens qu'on a perdu notre autonomie, mais ça pourrait aussi être considéré comme une souffrance psychique. C'est-à-dire, ben moi, écoute, de toujours avoir à demander puis à dépendre des autres, ça me rend fou, ça me blesse, c'est pas acceptable. Fait que ça peut être un ou l'autre. Donc, on n'a pas à avoir des douleurs au sens que ça nous prend des narcotiques pour nous soulager. C'est vraiment dans l'interprétation de la loi, c'est comme ça. Et la demande d'AMM doit venir du patient lui-même. Un membre de famille ne peut pas faire de demande d'AMM. On ne pourrait pas non plus dire, souvent les familles vont dire, ben écoute, papa, dis-le au docteur que tu aimerais ça avoir l'aide médicale à mourir. Mais ça ne passe pas bien, OK? Parce que là, en partant, ben, est-ce qu'il fait de façon libre et volontaire ou il fait parce qu'il veut faire plaisir ou il fait parce qu'il ne veut pas déranger? Ça, c'est super important. Fait que même si on sait que le patient en a déjà parlé, on va ouvrir la porte au patient, mais on a besoin de savoir nous-mêmes que c'est lui qui fait la demande. On n'ira pas évaluer un patient si c'est par Pierre Jean-Jacques qu'on a appris là, que peut-être qu'il voudrait avoir l'aide médicale à mourir. Comment ça marche, faire une demande d'aide médicale à mourir? En fait, il faut faire signer un formulaire un formulaire de demande d'aide médicale à mourir. Le formulaire doit être signé par le patient lui-même. OK? Évidemment, si le patient a perdu l'usage de ses mains, il n'est pas capable de tenir le crayon, il n'est pas capable d'écrire, on peut le faire signer par un tiers indépendant. Le tiers indépendant dans la loi dit que ça ne peut pas être le médecin traitant, ça ne peut pas être l'infirmière traitante du patient. Ça ne peut pas être un mineur ou un majeur qui n'est pas apte à prendre des décisions parce que la personne qui signe pour nous doit comprendre qu'est-ce qu'elle signe en notre nom. Donc, elle doit être apte. Et la personne ne peut pas avoir de lien avec la possible succession testamentaire parce qu'on sait que l'aide médicale à mourir, c'est qu'on va recevoir des médicaments qui vont provoquer notre décès. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un de la famille qui pourrait être impliqué dans la succession. Puis la personne doit comprendre c'est quoi l'AMM. C'est quoi? Le patient demande à ce qu'on donne des médicaments qui vont entraîner son décès en quelques minutes. OK? Donc, souvent, quand le patient ne peut pas signer, ça va être le CLSC qui va faire venir un intervenant quand ça se passe à la maison, la signature, qui va faire venir, mettons, travailleur social, physiothérapeute ou quelqu'un d'autre de l'équipe qui va signer comme un tiers indépendant pour faire cette partie-là quand le patient n'est pas capable de signer lui-même. Fait que ça, le patient a signé ou son tiers indépendant. Ensuite de ça, bien évidemment, le professionnel, le formulaire doit être signé devant un professionnel. Le professionnel, ça n'a pas besoin d'être le médecin. Ça peut être le médecin, ça peut être l'infirmière du CLSC qui vient vous voir à la maison, votre travailleur social, un psychologue qui vous rencontre à la maison, physio ou ergothérapeute de votre équipe de soins. OK? Donc, puis, ça, c'est important parce que des fois, les gens vont dire, ben là, il faut que j'aille voir mon médecin, il faut que j'aille prendre un rendez-vous, me déplacer, c'est compliqué, juste pour aller signer un papier. Ben, ça peut être signé à la maison via le CLSC. Aussitôt que vous mentionnez que vous voulez faire une demande d'aide médicale à mourir, la loi oblige les gens à l'entendre et ne peuvent pas vous empêcher de faire la demande. Même s'ils pensent que vous êtes
la maladie n'est pas assez avancée, qui pensent que vous n'êtes pas admissible, n'importe quoi. Peu importe ce que les gens pensent, quand vous voulez signer un formulaire, ils doivent vous l'apporter. Ça peut se faire à la maison. On a juste à le dire à notre infirmière travailleuse sociale qu'on veut faire la demande. Et eux vont s'organiser pour avoir les témoins nécessaires à la signature. OK? Donc, on n'a pas à se déplacer à l'hôpital pour faire ce type de demande. Donc, on a le patient ou le tiers, on a le professionnel qui signe, puis après ça, ça prend un autre témoin qui confirme que c'est vraiment le patient qui a fait la demande et qui a signé et que ça a été signé en présence du médecin ou de l'autre professionnel. Ce témoin-là, indépendant, ne peut pas faire partie de l'équipe de soins. C'est comme tantôt. C'est les mêmes critères. Il ne peut pas être un mineur ou un majeur. Il ne peut pas être inapte. Il ne peut pas avoir de lien avec la famille. Puis, il doit comprendre la nature de l'AMM. Donc, si le patient est capable de signer lui-même, il va avoir le médecin ou le professionnel, travailleuse sociale, infirmière, etc., qui va signer comme professionnel. Et le témoin va être amené par le CLSC en général. Nous, quand ça se fait à l'hôpital, souvent, on va prendre la commis, l'agente administrative ou un infirmier là, qui ne s'occupe pas du patient, donc comme témoin là, indépendant. Si le patient n'est pas capable de signer, je vais avoir besoin de 2 témoins indépendants, plus moi comme professionnel. Un qui va signer à la place du patient, moi je vais signer comme professionnel et je vais avoir un autre témoin indépendant qui ne peut pas être le même, qui va dire effectivement tout ça c'est fait en présence du patient à la demande du patient. Donc ça, c'est la demande d'aide médicale à mourir. Une fois que la signature de la demande est faite, la demande est acheminée par le professionnel. Il y a une espèce de guichet de coordination des demandes d'AMM. Il y en a dans chacun des CIUS, il y en a dans chacun des hôpitaux. Et c'est comme si c'est envoyé là, puis ça dit, OK, monsieur Untel a fait une demande d'AMM. On a des réponses, c'est dire, il aimerait savoir d'ici quelques semaines, quelques mois. Puis, éventuellement, ce dossier-là va être donné à 2 médecins qui vont aller évaluer la possibilité, voir si ce patient-là est éligible ou pas à l'aide médicale à mourir. Okay. Le patient, il n'y a rien à chercher. Un coup que le papier est signé, vous n'avez plus rien à faire, c'est les gens qui vont aller envers vous. Les évaluations d'aide médicale à mourir peuvent se faire à domicile. Les médecins vont se déplacer chez vous. Vous n'avez pas nécessairement à vous déplacer en clinique là, ou en bureau là, pour faire vos évaluations. Il y a 2 médecins, fait que le premier, on l'appelle le premier médecin ou le médecin numéro 1. Lui, ce qu'il va vérifier quand il va vous évaluer là, pour l'aide médicale à mourir, il va vérifier si vous comprenez l'information. Est-ce que vous comprenez la nature de votre maladie, la SLA, puis pourquoi vous en êtes rendu à faire la demande d'AMM? Est-ce que vous savez c'est quoi l'AMM? Parce que des fois, les gens nous disent moi, je veux l'aide médicale à mourir, mais quand on leur explique, ils disent non, moi, je ne veux pas de piqûre, puis je ne veux pas une piqûre, puis je meurs en dedans de quelques minutes. C'est pas ça que je veux, mais je ne veux pas souffrir, je ne veux pas de traitements là, qui ne sont pas utiles à ma condition. Donc, il faut vraiment que le patient sache c'est quoi l'AMM, c'est quoi l'objectif. Hein? C'est de provoquer le décès. Il faut, on vérifie par nos questions si on voit que le patient comprend les avantages et les risques de l'aide médicale à mourir, puis des autres soins alternatifs. Fait que généralement, il faut qu'il soit au courant, ce serait quoi que la palliation seule? Si on arrête les traitements puis on laisse la maladie reprendre le dessus, tranquillement, comment ça peut se passer? On en a parlé tantôt. Mais est-ce si, mettons, on ne faisait pas l'AMM et on faisait de la sédation palliative, il faut que le patient soit au courant que cette notion-là existe. Donc, il va y avoir comme une discussion qui va aller vers ça. Puis, évidemment, on va s'assurer que le patient est apte à comprendre hein, que la maladie qui l'affecte ne fait pas que la compréhension des décisions qu'il fait là, sont pas claires. Il faut vraiment que le patient sache là, dans quoi il s'en va. Après ça, on va vérifier sur un plan personnel, est-ce que quand on parle des différentes options, la sédation, la palliation seulement, laisser la maladie reprendre son dessus, quand on explique comme il faut c'est quoi l'AMM, est-ce qu'on a l'impression comme médecin qui comprend bien puis qui est capable de dire, ben oui, moi, c'est ce que je veux, puis pourquoi je veux ça, puis que je ne voudrais pas la sédation palliative, puis pourquoi je ne voudrais pas juste arrêter mes traitements puis aller vers des soins palliatifs là, simples.
pourquoi je choisis vraiment l'AMM, il faut que le patient soit capable comme de nous convaincre de ses raisons à lui. Donc, il faut être capable de peser le pour et le contre. Pourquoi je choisis l'AMM? Pourquoi je ne choisis pas la sédation? Pourquoi je ne choisis pas juste un arrêt de traitement ordinaire? Puis qu'est-ce qui justifie que ici, maintenant, je le demande, puis je ne l'ai pas demandé il y a 6 mois ou 1 an. Qu'est-ce qui fait que là, ça devient comme un peu plus dans l'urgence de faire cette demande-là? Puis, à travers la rencontre, ben, le médecin va s'assurer que les réponses sont claires, puis c'est toujours la même réponse. Hein? Parce que, tu sais, des fois, les gens vont dire, ben, je veux l'AMM, mais tu sais, je ne veux pas mourir. Je veux l'AMM, mais je ne veux pas de piqûre, mais ce n'est pas possible. Tu sais, Donc, on s'assure qu'il y a une cohésion là, dans les explications là, que le patient là, nous envoie. Évidemment, après avoir fait cette discussion-là, bien, en plus, s'assurer qu'on remplit tous les autres critères de la loi qu'on a vus tantôt. Donc, je ne vous les relirai pas, là, mais c'est ça la première évaluation du médecin. Okay? La première évaluation peut durer, ça dépend, c'est sûr que des fois, ça va durer 1 heure, des fois, ça va durer 1 heure et demie, des fois, ça va être 45 minutes. Des fois, c'est très, très clair. Les gens sont très cartésiens, puis bon, c'est limpide. Mais c'est à travers ça que le médecin doit prendre sa décision s'il pense que vous êtes admissible ou non à l'aide médicale à mourir. Un coup qu'il a dit oui, ben c'est le médecin lui-même qui va choisir, en fait, qui va trouver un deuxième médecin qui va venir vous évaluer à la maison ou à l'hôpital ou à l'endroit où est-ce que vous êtes pour confirmer que vous remplissez les critères de la loi. Puis la deuxième évaluation est beaucoup plus courte parce que son travail au deuxième médecin, c'est juste s'assurer que vous remplissez les critères propres de la loi que vous voyez là. OK? Donc, il va vérifier votre carte d'assurance maladie, s'assurer que la date d'expiration est correcte, que vous avez plus que 18 ans. La maladie grave et incurable, généralement avec la SLA, vous l'avez d'emblée. Vous êtes apte à consentir aux soins, mais surtout, ce qu'il va vérifier, c'est est-ce que c'est votre idée à vous, puis s'assurer que c'est une décision libre et éclairée, puis vous n'êtes pas influencé par Pierre Jean-Jacques dans vos alentours. J'ai une question. Oui. Comment ça se passe si la communication est difficile pour le patient? Oui. Donc, ouais. En fait, c'est ça. Là, des fois, les gens communiquent sur tablette, mais sinon, le médecin va orienter son questionnaire pour qu'on puisse répondre juste par oui ou non. Le oui ou non peut se faire avec un pouce, peut se faire avec un clignement d'yeux, peut se faire avec n'importe quoi. Là. On s'entend au début, puis le questionnaire va être, on va moins jaser, mais on va quand même faire le tour de ces questions-là, mais vraiment avec l'équivalent de oui-non qui va se faire par un geste là, si on n'est pas capable de le faire avec un son en tant que tel. OK? Donc, c'est sûr que ces entrevues-là vont être plus longues, hein, parce que ça demande plus de gymnastique, de s'assurer qu'on a fait le tour de tout ce qu'il faut vérifier avec le patient. Sauf que ça fait partie là, tout va être adapté là, en conséquence. Donc, il n'y a pas de danger. Parce que des fois, les gens disent, ben là, il faudrait que je fasse ma demande avant de ne plus être capable de parler. Ben, ce n'est pas une raison, parce que là, ce n'est pas nécessairement une libre et éclairée comme décision. On le fait parce que là, on ne parle plus. On se dit, ben là, je ne serai pas capable de manifester. Donc, on va trouver toujours des solutions. Là. Chaque personne a le droit d'être entendue. Maintenant, la loi, ben, elle passe son temps à changer. Moi, je me suis concentrée sur la loi versus la sclérose latérale amyotrophique. Mais maintenant, avant, dans l'ancien temps, quand on faisait des aides médicales à mourir, on faisait signer le papier, on faisait l'évaluation du premier médecin, du deuxième médecin. Après ça, le patient il choisissait une date. Mettons qu'il dit, OK, ça va être le 1er avril à 2 heures l'après-midi. Ben, à 2h moins 5, le médecin revenait à la chambre, puis s'assurait, le médecin numéro 1, parce que c'est toujours le médecin numéro 1, le premier médecin qui, lui, s'engage à donner les médicaments le jour choisi par le patient. Dans l'ancien temps, c'était que le jour choisi, 1er avril, à 2h moins quart, on retournait voir le patient. Puis si le patient avait perdu son aptitude, il était rendu endormi, il était rendu confus, il n'était pas capable de me dire « Oui, docteur Morancy, je veux encore recevoir l'aide médicale à mourir », bien, c'était fini. On ne pouvait pas la donner.
OK? Donc, ça causait là, des drames là, pour les patients, mais pour les familles qui disaient, ben là, ils voulaient, puis là, finalement, parce qu'il est endormi ou parce qu'il est un peu mêlé, on ne peut pas procéder. La loi a été changée il y a à peu près un peu plus qu'un an, peut-être 18 mois. Et maintenant, le médecin numéro un coup que le médecin numéro 1 a dit oui, est admissible, le médecin numéro 2 a dit je confirme que monsieur est admissible, le médecin numéro 1 peut faire signer un consentement en cas de perte d'aptitude. OK? Donc, ce consentement-là permet à la personne qui a choisi sa date de dire, ben, à la date requise, si jamais j'ai perdu mon aptitude, je suis endormie par la maladie ou d'autres complications, je veux quand même que le médecin procède à l'AMM comme on avait discuté ensemble. Okay? Donc, ça permet, ça évite cet effet-là qui faisait qu'on ne pouvait pas procéder parce que le patient, cette journée-là, n'était pas en forme. Et on a un délai de 90 jours. Donc, si je suis évaluée, j'évalue un patient, puis il dit, moi, je prévois avoir l'AMM, bon, aujourd'hui, on est le 26 mars, avril, mai, mettons le 26 juin, je pourrais signer ce papier-là et ce papier-là serait correct jusqu'au 26 juin. Et si le patient me dit, ben moi, je veux signer le consentement, mais je prévois avoir l'AMM en septembre, on ne peut pas le faire signer tout de suite parce que la signature est valide seulement pour 90 jours. Si je le signe, ben, ça veut dire que le 26 juin, il faut que je le ressigne pour le 26 septembre. OK? Mais le 26 juin, si le patient n'est pas apte à prendre des décisions, il a perdu des capacités cognitives, mais il ne peut plus le signer. À chaque fois qu'il signe ce document-là, il doit avoir les critères de l'aptitude qui sont parfaits. Fait que juste pour vous montrer, quand on signe ce papier-là, la loi nous permet deux choix. On n'a pas le droit de choisir les deux, il faut en choisir un ou l'autre. C'est ça que le patient va signer. Le premier choix que le patient va avoir, c'est advenant le cas où je perds mon aptitude à consentir aux soins, je consens à ce que le médecin puisse m'administrer l'aide médicale à mourir à la date convenue. Puis sur le document, on doit écrire c'est quoi la date que le patient avait choisie. Okay? Fait que si mettons qu'on dit c'est le 1er juin, bien, si le 1er juin, le patient n'est pas apte, ben, il va quand même recevoir, s'il a signé cette case-là, l'aide médicale à mourir comme il avait choisi, même s'il n'est plus capable de le dire. OK? L'autre choix qui offert dans ce document-là au patient, c'est advenant le cas que je perds mon aptitude à consentir aux soins, je consens à ce que le médecin puisse m'administrer l'aide médicale à mourir à la date convenue ou à une date avant la date convenue. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et là, le médecin il doit faire des notes plus claires, mais dans le sens que, mettons que mon patient me dit, Docteur Morancy, moi, je veux l'AMM le 1er juin. OK? Mais si je perds mon aptitude avant le 1er juin, ben, je veux que mon AMM soit devancé. Puis là, ben, il faut qu'on aille discuter ensemble, on la devance dans quel contexte. Il y en a qui vont me dire, ben, si je suis hospitalisée puis je fais une pneumonie, ben, je ne veux pas de traitement. Ben, je voudrais à ce moment-là avoir, si je vais perdre mes capacités, ben, je ne veux pas me rendre au bout de ma pneumonie, on me donnera l'aide médicale à mourir à ce moment-là. Ou s'il arrive d'autres complications, il y en a qui vont devenir, s'ils perdent leur aptitude puis deviennent endormis, pas cohérents, ben, ils disent, ben non, moi, je voulais l'aide médicale à mourir pour éviter ça. Donc, si ça arrive avant la date choisie, ben, on va devancer à ce moment-là. OK? Dr. Morancy, j'ai une question suite à la dernière question sur les communications difficiles. Ça, c'est une question d'un orthophoniste, Mme Bergeron. Je demandais si vous disposez de matériel pour faciliter les échanges et si on pourrait travailler quelque chose ou avoir une guidance pour le faire, car si on est sollicité, on peut faire du contenu adapté. On le fait parfois, mais pas de façon fréquente. Merci. Ben, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant, mais actuellement, effectivement, là, moi, j'ai pas d'éléments que c'est développé. Souvent, tu sais, chaque demande d'aide médicale à mourir, tu sais, moi, je les vois pas toutes.
Donc, j'en fais, oui, mais je n'ai pas tous les patients SLA là, de la région de Québec, puis c'est moi. Donc, j'ai plusieurs de mes consoeurs ou confrères, et puis dépendamment où est-ce que ça se fait. Fait que généralement, on essaie d'adapter et de voir avec le CLSC, ben, qu'est-ce qui serait la meilleure façon là, de procéder. Donc, pour essayer, pour que les deux entrevues, on ait le meilleur setting là, puis qui met le maximum d'autonomie puis de potentiel pour le patient, puis qu'on facilite, malgré son trouble de communication, sa capacité de s'exprimer le mieux possible puis le plus clairement possible. Merci. Bon, les dons d'organes, il y a de plus en plus de gens qui me disent, ben écoute, savoir que je peux faire un don d'organes avec mon aide médicale à mourir, ben, ça me réconcilie un peu avec la maladie. Hein, parce que la maladie, vous savez tous, là, mais c'est une maladie qui est difficile, qui entraîne beaucoup de deuil, qui entraîne beaucoup de... Des fois, les gens me disent, ben, c'est difficile d'avoir de l'espoir parce qu'il n'y a pas de traitement possible. Les traitements qu'on fait, c'est pour ralentir la maladie, mais ça ne peut pas l'arrêter ou la ramener en arrière. Fait il y a plusieurs patients maintenant qui me disent, ben, savoir, ben là, j'ai décidé d'avoir l'aide médicale à mourir, mais savoir qu'en plus, je pourrais aider d'autres personnes qui sont dans le besoin, mais ça me réconcilie un peu. Fait que si jamais la personne veut aller vers les dons d'organes, ben, il faut que les premières évaluations, le premier médecin, le deuxième médecin aient confirmé qu'il est admissible. Puis après ça, ben, ils vont mettre le patient en contact avec l'équipe de Transplant Québec. OK? L'équipe de Transplant Québec peut se déplacer à domicile. Ils prennent entente avec le patient et sa famille. Puis, l'équipe va aller simplement au début expliquer c'est quoi la démarche hein, en vue des dons d'organes. Si jamais le patient veut continuer, eux autres, ils vont faire une revue du dossier, s'assurer qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas d'autres maladies là, qui sont contre-indiquées. Il y a certains examens qu'il faut faire. La majorité des examens, les prises de sang, tout ça, ça peut se faire à la maison, mais éventuellement, il faut faire une échographie si on veut donner les reins. Il faut faire un rayon X du poumon si on pense qu'on va faire un don de poumon. Donc, on peut suggérer à Transplant Québec que nous, on voudrait donner tout ce qui est possible, mais c'est vraiment Transplant Québec qui, eux, vont déterminer qu'est-ce qui peut être prélevé chez le patient suite au décès par aide médicale à mourir. La plupart du temps, les dons possibles, c'est les poumons, les reins, le foie, puis fréquemment le pancréas aussi. Okay? Donc, le rein, on en a deux. Donc, avec poumon, rein, foie, pancréas, on peut sauver la vie de 5 personnes. Okay? Parce qu'il y a un rein par personne. On ne met pas les deux reins à la même personne, c'est 2 personnes différentes. Donc, c'est souvent ce que les gens me disent, ben écoute, tant qu'avoir fait tout ça puis être rendu là, puis il y en a qui vont dire, ben moi, ça redonne un sens là, un peu à tout ce que j'ai vécu. Fait que quand on fait affaire pour le don d'organes, mais c'est toute l'équipe de Transplant Québec qui va gérer. Le patient, il n'y a rien à faire. Évidemment, il y a des examens à passer, mais c'est l'équipe de Transplant Québec qui va faire les liens avec le médecin numéro 1, le médecin numéro 2. Puis, la grande différence, évidemment, c'est que l'aide médicale à mourir, quand on fait un don d'organes, ça doit avoir lieu en milieu hospitalier parce que le don se fait à la salle d'opération. Sauf qu'ils ont développé des techniques pour, dans la salle où le patient va recevoir l'AMM, la famille peut être à son chevet, tout le monde est là comme un AMM d'habitude. Et ils ont comme nettoyé la salle pour que ça ait l'air moins d'une salle d'opération. Après le décès, l'équipe de Transplant Québec va accompagner la famille et c'est le patient qui change de salle d'opération. Il va dans la salle à côté, puis là, les gens qui font les prélèvements sont déjà sur place. Fait que la famille ne voit pas les docteurs, puis ne voit pas tout le Bataclan technologique autour du patient. Là, ça se passe aussi paisiblement que si ça avait été dans une chambre d'hôpital. Bon, quand on est rendu au jour J, hein, mettons qu'on a dit, OK, c'est le 1er juin à 10 h, ben, l'AMM, elle peut avoir lieu, ça c'est important, ça peut avoir lieu à la maison. Ça peut avoir lieu dans les lits communautaires de soins palliatifs, les maisons de soins palliatifs. Ça peut avoir lieu en CHSLD, si jamais on était rendu en CHSLD à cause de la maladie. Puis ça peut avoir lieu en milieu hospitalier.
Puis, sur les unités de soins palliatifs aussi en milieu hospitalier. Puis, si c'est avec don d'organes, ça va être en milieu hospitalier, mais à la salle d'opération, mais ça va être tout le même setting qui va se faire. Puis, ce qui est important aussi, c'est que l'aide médicale à mourir, la loi détermine, et c'est écrit dans la loi, que c'est le patient qui doit choisir qui veut qu'il soit là. Donc, il peut y avoir tout le monde qui veut, là. Tant que ça rentre dans la chambre, il n'y a pas de problème. Il y a des patients qui ont déjà choisi d'avoir l'aide médicale à mourir seul avec le médecin, qui ne voulaient pas de membres de la famille à leur chevet. Puis si c'est ça, ben, la loi demande à ce que ça soit respecté. Donc, ça, toute l'autonomie persiste jusqu'à ce moment-là. Donc, le jour J, généralement, bien évidemment, ça prend des voies veineuses. Hein? Donc, on installe des cathéters. Généralement, on en met 2 pour être sûr que s'il y en a un qui fonctionne moins bien, on en a un deuxième là, comme en backup. Et l'AMM en tant que tel, bien, ça consiste en l'administration de 3 médicaments qui vont provoquer le décès en quelques minutes. OK? Fait que c'est très différent de la sédation palliative que je vous ai parlé tantôt. La sédation palliative continue, c'est qu'en quelques minutes, en dans 20 à 30 minutes, quelqu'un qui était parfaitement réveillé devient complètement endormi, puis on le garde endormi, il va décéder dans les quelques jours qui suivent. L'aide médicale à mourir, on a un patient qui est parfaitement réveillé, puis on va lui donner 3 médicaments, puis à peu près en 10-12 minutes plus tard, il va être vraiment décédé. Donc, le premier médicament qu'on donne, c'est un médicament, un sédatif, qui va endormir la personne en moins de 2 minutes. Généralement, quand on donne le médicament après 1 minute, là, les gens ils parlent comme ça, puis les yeux baissent. Puis après 2 minutes, ils ronflent. Ils sont complètement endormis, très calmement, puis ça se passe bien. Le deuxième médicament, c'est un autre sédatif qui est très puissant, qui va entraîner le patient dans un coma profond. Il va être profondément endormi. Puis, si on ne le fait pas, là, mais si on essaie d'y faire mal, il n'y a rien qui pourrait sentir, c'est très, très profond. Puis le troisième médicament, on appelle ça un curare, c'est un bloqueur neuromusculaire. Donc, c'est un médicament qui va paralyser les muscles. Donc, il va paralyser les muscles respiratoires, puis il va paralyser le muscle cardiaque là, en tant que tel aussi. Donc, ça, c'est les 3 médicaments qu'on reçoit. Ce que la personne voit, la famille voit, hein, quand le patient est là, puis que sa famille autour, puis le médecin arrive avec ses médicaments, bien, ce que la famille, elle, va voir, puis va avoir comme expérience, la partie la plus émotive, c'est quand on dit, bien, OK, monsieur Untel, est-ce que vous êtes prêt à commencer? Il est 10 heures comme convenu. Souvent, le patient, bien, rendu là, les patients qui reçoivent, c'est comme un addendum que je vous dis, mais généralement, quand on fait le choix de l'aide médicale à mourir, les patients vont nous dire c'est la plus belle journée de ma vie, c'est le plus beau cadeau qu'on m'a jamais offert. Il faut être un peu dans cette attitude-là pour voir si c'est pour nous l'aide médicale à mourir. OK? Mais je vous dis, les patients, là, j'ai pas de patients qui veulent, c'est 10 heures, puis c'est pas 10h01, là. Ils veulent commencer, sont prêts, sont contents. Généralement, sont souriants, sont reconnaissants. Mais en même temps, bien, quand on dit qu'on commence, bien là, il y a un peu les adieux qui se font. Hein, puis c'est la partie qui va être la plus émotive pour la famille. Mais un coup que le médicament est commencé, bien, dans 2 minutes, ils vont voir quelqu'un qui se met à ronfler. Puis là, c'est là qu'on va voir s'il était un ronfleur ou pas, là. Mais c'est vraiment ça qu'on va voir. Après ça, ils vont voir la personne avec le deuxième médicament qui devient dans un coma très, très profond, là, puis qui est profondément endormi. Puis même à cette étape-là, puis on avise la famille aussi qu'il est tellement profondément endormi qu'il va souvent avoir un arrêt de la respiration. Okay? Mais même si la respiration s'arrête à ce moment-là, tout le protocole de médicaments est quand même administré. On continue le deuxième médicament, puis on va quand même donner le troisième médicament, même si la respiration s'est arrêtée le plus tôt. Puis, après les 3 médicaments, le médecin va écouter le cœur pour s'assurer qu'il n'y a plus de battement cardiaque, puis qu'il n'y a plus de mouvement respiratoire non plus. C'est là que le décès va être confirmé. Puis, comme j'ai dit tantôt, bien, entre le premier médicament puis le décès confirmé, là, donc tous les médicaments, puis le constat de décès par le médecin, généralement, c'est à peu près 12 minutes, 13 minutes.
Fait que c'est entre 10 et 14 000. OK? Donc, c'est très, très, très différent de la sédation palliative constante. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si ça répondait à vos attentes. Je suis là. Je n'ai pas les nouvelles questions dans le chat à ce moment-là, mais c'est le moment pour les gens de poser leurs questions. Comme j'avais dit à le début, s'il vous plaît, levez la main si vous avez une question et ou clavardez votre question. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran, Dr. Morancy? Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est le temps pour vos questions. Si vous avez des points ou des questions pour Dr. Morancy. Et si jamais il y a des choses que vous auriez voulu entendre parler puis que je n'ai pas abordées, là, j'ai essayé de faire pour le mieux, mais je peux répondre à des questions, là, même si ça sort un petit peu là, du cadre, mais que ça tourne autour du thème, mais j'essaie d'y aller pour le mieux. Mais... Merci beaucoup. Je ne vois pas à ce moment-là des personnes avec des questions, mais ça veut dire que c'était très, très clair, la présentation. Mais sur le chat, je vois comme 7 commentaires. Est-ce que vous les aviez tous vus? Oui, les chats étaient reliés à la question posée sur La communication. la communication. Donc, il y a été un échange entre Lee et Mme Bergeron, qui est orthophoniste, et Lee a promis de faire un petit peu de recherche sur notre côté et elle avait dit vraiment comme nous aimerons beaucoup collaborer avec les professionnels de la santé. Ça avance pour nous notre capacité d'aider les mondes. Donc, il y a quelque chose. Laisse voir. Est-ce que l'arrêt des traitements et la sédation palliative peuvent se faire à domicile? Tout peut se faire à domicile. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Effectivement, ça peut se faire à domicile, sauf qu'il faut avoir un médecin qui est disponible pour aller à domicile. Donc, souvent, c'est l'équipe des soins palliatifs. Généralement, il y a un médecin qui est attaché à cette équipe-là. Il faut qu'il accepte d'être disponible pour faire les prescriptions puis le suivi, mais oui, c'est possible. OK. Il y a une nouvelle. Après le décès à domicile, j'imagine? Quand il y a un décès à domicile, ben, en fait, le médecin va constater le décès à la maison. Puis on a un formulaire qu'on appelle un SP3 qu'on peut remplir maintenant à l'ordinateur. Et quand vous avez identifié la maison funéraire avec laquelle vous allez faire affaire, ben, on fait un lien avec cette maison funéraire-là. Et la maison funéraire va venir chercher le corps du patient directement là, à la maison. Donc, on n'a pas à aller à l'urgence pour le constat de décès ou à l'hôpital. La condition qu'on doit avoir, c'est qu'on doit connaître avec quelle maison funéraire on va faire affaire là, suite au décès. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que... oui, merci Chantal. Est-ce qu'il y a des autres questions ou des commentaires à partager avec Dr. Morancy? Beaucoup de merci. C'est gentil. Oui, merci En beaucoup. tout cas, en espérant que ça va être utile, puis Vraiment, merci de m'avoir invité. mon plaisir. Donc, c'est à nous de dire merci beaucoup pour votre temps. Je crois que ça, c'est la fin donc de cette conférence.